Hello les meufs et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent au salon Go Entrepreneur. Je reçois Sophie aujourd'hui qui est la présidente de La Ruche. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue au salon Go Entrepreneur qui nous reçoit aujourd'hui. Bah oui, on se sent très bien. C'est plein d'animations, plein de musique, plein de jeunes. C'est parfait pour démarrer la journée. Oui, c'est ça, exactement. Sophie, qui es-tu? Fais-nous une petite présentation de toi, de ton parcours. Alors, j'ai bientôt 39 ans. D'accord. Je suis co-dirigeante d'une organisation qui s'appelle La Ruche. Et on est vraiment dans le thème de l'entrepreneuriat parce qu'on accompagne des entrepreneurs du stade de l'idée jusqu'à la première levée de fonds. On a un peu plus de 15 ans. La Ruche, c'est 70 salariés environ, un peu partout sur le territoire, parce qu'aujourd'hui, on a 16 antennes. Donc, on a une grosse antenne à Paris, mais on est aussi présent à Marseille, en Occitanie, à Lille, à Lyon. Enfin, voilà, on a essaimé, comme on dit, dans l'entrepreneuriat. Que te dire d'autre sur moi? J'ai grandi sur la Côte d'Azur, je vis maintenant à Paris. D'accord. Voilà, Changement, la vie est belle. Total. Et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre La Ruche? Alors, je pense une curiosité et surtout, déjà il fallait travailler. Donc moi j'ai rejoint La Ruche, j'étais toute jeune, je sortais de mes études. J'avais fait du droit privé d'abord à la Sorbonne, puis j'avais fait un concours passerelle en école de commerce. Et puis il y a un moment où je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire de ma vie. J'étais très perturbée par l'école de commerce qui ne me montrait pas du tout comment mettre un peu plus de bon sens dans l'économie. Et je pense que j'avais déjà un engagement écologique et pour la planète assez ancré depuis toujours. Et du coup, j'ai cherché un stage et j'ai trouvé un stage en développement durable, conseil, RSE pour un des cofondateurs de La Ruche. Et donc, c'était en 2011. Et donc, j'ai fait un entretien de stage et puis finalement, j'ai été embauchée pour faire du conseil en RSE. Autant vous dire que je n'y connaissais absolument rien à l'époque, mais j'avais pas mal de bonne volonté. Et puis petit à petit, ça a enchaîné sur un CDI. Donc, j'ai travaillé pour cette organisation qui s'appelait Equitel pendant 4 ans. Et à un moment, on s'est associés pour monter des programmes d'accompagnement. Et c'est cette entreprise-là, ces programmes d'accompagnement qu'on avait créé, on a fusionné avec La Ruche. Et donc, voilà comment je suis arrivée à La Ruche. D'accord. Donc, en fait, c'est partie des besoins RSE, de l'accompagnement RSE. Ça s'est transformé vers un programme d'incubation pour des entreprises dans le secteur ou qui avaient vocation à avoir un projet engagé. Oui, exactement. C'est parti de plusieurs choses. La Ruche existait déjà et c'était des espaces de coworking collaboratifs où on retrouvait déjà des entrepreneurs engagés à impact. Et donc, faut vraiment s'imaginer La Ruche, ça s'est créé en 2008. Donc on n'était pas encore... On était vraiment dans le démarrage. Oui. Et puis, du coup, est venue assez naturellement cette idée de dire, en fait, il y a quelques aficionados qui comprennent ce que c'est l'entrepreneuriat social, mais on a aussi une mission d'aller chercher ceux qui auraient besoin de savoir que ça existe, un peu comme moi quand je sortais d'études, et de leur dire, entreprendre en ayant un impact, c'est possible. Et vous allez pas le faire seul. On va vous immerger dans une communauté à travers des lieux, mais on va aussi vous proposer le réseau qui va bien, des workshops, la confiance aussi qu'il faut pour entreprendre. Et c'est comme ça qu'on a lancé les programmes d'accompagnement. D'accord. Quel problème vous cherchiez à résoudre à l'époque avec la création de La Ruche? C'était plutôt d'informer sur ce que c'était qu'une entreprise à impact, c'était de porter la parole sur des pratiques RSE. Enfin voilà, quel était le besoin initialement? Je pense que le besoin, c'est vraiment de lutter contre une économie purement capitalistique qui ne respecte ni les ressources ni la justice sociale. Et donc quand on constate qu'il y a tellement de choses à régler, tellement de défis socio-environnementaux. L'engagement de La Ruche, ça a toujours été de dire on peut avoir une économie plus positive et responsable. Et donc notre mission sociale, c'était vraiment de créer des environnements propices pour que ces solutions, elles émergent. Et puis petit à petit, devenir un contre-pouvoir et proposer une économie plus engagée. D'accord. Donc c'était vraiment ça que vous cherchiez à résoudre. Est-ce qu'il y a eu des problématiques au lancement? Voilà, c'était un sujet qui n'était pas du tout connu. Comment vous avez fait pour embarquer en fait des entrepreneurs sur ce sujet-là? En fait, on n'a pas eu trop de problèmes à embarquer les entrepreneurs. D'accord. Les entrepreneurs à impact, il y en avait déjà. Il y a plein de gens qui ont envie de s'engager, mais la vraie problématique, c'est de financer les actions qu'on allait faire pour eux. C'est ça, c'était plutôt étant ça. donné que eux, ils n'avaient pas forcément un rond à mettre dans l'accompagnement. Et donc,
il y a eu un certain engouement de partenaires pionniers. Et d'ailleurs, il y en a aujourd'hui qui sont ici sur Go Entrepreneur. Enfin, je pense à BNP Paribas qui a maintenant un gros dispositif qui s'appelle Act for Impact. En 2013-14, où on a monté les programmes d'accompagnement. C'était un des premiers qui nous ont dit ça nous intéresse de voir les nouveaux modèles, les solutions intéressantes. Mais donc, le plus gros frein, ça a été le temps que ça nécessite de réunir des partenaires, de réunir de l'argent. Et surtout que le premier programme pour entrepreneurs sociaux, on a décidé de le faire pour entrepreneurs sociaux femmes. D'accord. Et donc, on s'est dit, double challenge. À la ruche, il y avait quand même plutôt des entrepreneurs hommes. D'accord. Et des équipes salariées femmes. Et étant moi-même une femme et la directrice de la ruche à l'époque, une femme aussi, on s'est dit, c'est peut-être un peu dommage. Allons chercher ces femmes. Parce que elles aussi, c'est les actrices du monde de demain. Et donc, on a monté un programme qui s'appelait Les Audacieuses. Oui. Qui a 10 ans aujourd'hui, qui existe encore. Mais voilà, pour lancer le premier programme Audacieuse, ça a été presque 1 an et demi, 18 mois de fundraising. Et donc, c'est là la difficulté, c'est que quand on trouve un premier financeur, il faut aller chercher l'autre, faire patienter le premier. Oui, pour réunir tout le monde. Exactement. Et pouvoir avoir justement tous les fonds qui sont nécessaires pour lancer un projet tel que parce que c'est vrai qu'on a proposé des accompagnements qui sont très complets, avec des mentors, des experts, des coachs, des bureaux. Et puis, on a un parti pris, c'est que nous... on aime payer les gens qu'on sollicite. Donc, on a des bénévoles, des volontaires qui viennent ponctuellement, mais c'est vrai que généralement, on aime bien pouvoir être dans une relation professionnelle et dire que l'engagement, c'est pas forcément à titre bénévole. Oui. Et donc, c'est vrai que ça, on avait vraiment à cœur d'avoir un vrai budget pour faire le programme. On dit le programme salade tomate oignon, vraiment aux petits oignons. Et pour ça, il nous fallait un budget pour avoir les best experts, les best coachs, etc. D'accord. Et aujourd'hui, il y a eu le programme Les Audacieuses. Quels sont les différents programmes que vous proposez et à qui ils sont destinés? Alors aujourd'hui, on a beaucoup de programmes. On en a plus d'une trentaine. D'accord. Les programmes, ils ont juste, pour dire 2 voies d'entrée. Soit on va s'intéresser à un secteur d'activité. Donc par exemple, on a un programme qui s'appelle Transition. Et ce programme, c'est vraiment pour des gens qui veulent monter des projets dans la transition écologique. Ouvert à tous, mais il faut que le projet réponde à cette thématique. Et puis on a d'autres programmes où c'est plutôt une entrée par le profil de la personne. Donc pour les femmes aujourd'hui, on a toujours les audacieuses et on a un programme qui s'appelle aussi les ambitieuses, qui sont pour celles qui sont plus avancées, qui sont dans des stades d'accélération. Et en fait, on sait qu'on a besoin d'accompagnement un peu tout au long de son parcours entrepreneurial. Pour les femmes, on a opéré un programme de mentorat pour la région Île-de-France aussi. Donc le sujet d'entrepreneuriat des femmes est assez important. On a aussi pas mal de voies d'entrée pour les quartiers prioritaires de la ville. Donc, on travaille avec BPI France dans ce qu'on appelle les QPV, c'est le petit acronyme. Et donc là, selon aussi les stades de maturité, on a 4 différents programmes. Je me lance, je veux changer de statut, je veux chercher de la croissance. Et donc ça, c'est des programmes qui s'appellent les accélérateurs quartier 2030. Et donc, on est en cours de recrutement. Donc, si vous êtes issu d'un quartier prioritaire ou domicilié dans un quartier prioritaire, il y a forcément une solution pour vous avec la ruche en France, parce que on porte ce dispositif sur pas mal de territoires en France. On a aussi des programmes 100% digitaux pour des publics qui sont inscrits à Pôle emploi et qui ont envie de creuser une idée qui sont derrière la tête. Et donc ça, on peut le faire 100% à distance. Donc ça permet aussi de s'adapter aux contraintes qu'on peut avoir, familiales, géographiques. Donc ça, c'est des programmes de 3 mois. Où l'objectif, c'est vraiment d'aller travailler son modèle économique, le pitch de son projet, son premier réseau, aller creuser son secteur d'activité. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle Itinéraire, qui est en cours aussi. Donc, il faut pas hésiter si vous en avez envie. Et puis, on a aussi des programmes de formation. Donc, la formation, c'est un peu différent et c'est venu il y a quelques années où on s'est dit finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas que monter sa boîte, créer son emploi ou recruter. L'entrepreneuriat, ça a des vertus beaucoup plus grandes que ça. Prendre confiance en soi, aller jusqu'au bout d'une idée, découvrir un secteur d'activité. Enfin, parfois, c'est même une façon de remettre le pied à l'étrier. Et donc, on s'est dit, en fait, on apprend tellement de choses quand on essaye d'entreprendre. Et ça, est-ce que c'est pas la plus belle ligne à avoir sur son CV pour entrer dans le marché du travail? Et donc, on a monté des formations à l'entrepreneuriat où à la fin, on va juste regarder si on a acquis des compétences, mais où la personne n'est pas forcément dans cet objectif de monter sa boîte.
C'est plutôt des formations pour la réflexion, enfin pour se poser. On est plutôt sur de l'émergence, ouais. Oui, d'accord. Soit sur des formations vraiment sensibilisation à l'entrepreneuriat. On a des formations dédiées à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, puisque l'entrepreneuriat à impact fait partie d'une grande famille qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Donc, l'idée, c'est de creuser un projet et une idée dans ce secteur-là. Et nous, on a une approche qui est toujours pragmatique. C'est-à-dire, il y a de la théorie, bien sûr. Oui. Et c'est un peu un socle de théorie qui va aider les compétences à se développer. Et puis après, il y a la pratique. Et donc, on invite beaucoup les gens à aller sur le terrain, à aller interroger leurs parties prenantes, leurs clients. Et donc, généralement, on ressort quand même bien renforcé dans son idée ou avec une idée plus précise de ce qu'on peut faire. Et surtout, en ayant mis en action les outils et les connaissances en fait qu'on a pu apporter lors de l'accompagnement. D'accord, donc c'est vraiment aller confronter son idée au marché. Exactement. Pour se rendre compte s'il y a un engouement, s'il y a un intérêt, ou si on fait bonne route finalement. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Et généralement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise route. Mais voilà, il faut créer cette cohérence entre ce que j'ai envie, ce que le marché est prêt à acheter. Oui. Et puis voilà, et parfois il faut bifurquer. Voilà, donc il y a rarement des gros demi-tours, mais évidemment il faut affiner et c'est vraiment l'approche terrain empirique qui permet ça, quoi. Et ça témoigne beaucoup de la posture de la personne aussi. En fait, quand on n'arrive pas à sortir de devant son écran pour aller se confronter au monde réel, peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas non plus totalement fait pour oui, il faut pour soi, parce qu'il faut savoir aller voilà, comme tu le disais, le mot confronter, c'est un peu vrai, c'est on sort de sa zone de confort, on s'expose et donc nous on accompagne aussi ce moment-là, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, aller se challenger aussi et de voir aussi si cet environnement nous convient. Tout à fait. Au final, si on est fait pour ça. Exactement. C'est vrai qu'on dit jamais que tout le monde peut être entrepreneur. Enfin, on accompagne de plus en plus d'entrepreneurs, mais notre message c'est pas tous entrepreneurs. On sait que c'est un peu être inconfortable, un peu précaire. Donc si c'est pas une voie de plaisir et d'épanouissement, bah faut pas le faire, quoi. Oui, bah bien sûr, il faut pas se torturer, on n'est pas là pour souffrir, hein. Bon, c'est toujours quand même un peu de torture, hein, mais oui, au quotidien, ce n'est jamais facile. C'est un challenge, c'est une course de fond. Et toi, personnellement, comment s'est passée ton évolution au sein de la ruche? Parce que comme tu disais, tu es passée de stagiaire et tu es devenue présidente. Comment tu as priorisé tes actions? Comment tu as pris un peu ce rôle et cette phase transitoire finalement? Alors, ça a été à la fois naturel. D'accord. Dans le sens où l'évolution de la ruche a amené à ce que voilà, je monte en effet en compétences, finalement que je fasse des premiers recrutements pour cet incubateur qui n'existe pas, donc que je devienne manager et puis finalement, enfin que les choses grandissent comme ça. Après, j'ai pas à vous cacher que tout ça se fait quand même un peu dans la douleur à chaque fois parce que bon, on est stagiaire, on devient CDI, c'est pas du tout les mêmes responsabilités. Et puis bon, à la ruche, on a un peu la méthode des bébés nageurs, donc t'es dans la piscine, faut nager, quoi. Donc t'as un petit moment de panique. Ça a été vrai à chaque fois qu'on a grandi. Et aujourd'hui, dans mon rôle de présidente, je vois encore que j'ai des moments où je suis totalement dehors de ma zone de confort. Où je prends du plaisir parce que je sais que je suis dans une zone d'apprentissage, comme on dit dans la formation. Mais voilà, je sais que à chaque fois qu'on passe des caps, peut-être que ça aussi c'est un peu typiquement lié au fait que je sois une femme. J'ai pas mal tendance à me remettre en question, à me demander si je suis la bonne personne. J'ai des moments de doute et puis après, je vois que il y a des résultats, que ça se passe bien et donc voilà, j'avance. Mais bon, vraiment, je dois être honnête, à chaque fois, c'est un peu... Oui, t'es un peu... qu'est-ce qui se passe Le marathon, je pense que c'est la bonne la bonne métaphore. Il y a un moment, il paraît que quand on court, je ne suis pas du tout marathonienne, mais on m'a raconté qu'il y a des moments où t'en peux plus et t'as envie de tout arrêter, et puis finalement, après, t'as le moment d'extase. Je pense que c'est un peu la même chose. Tu reprends un peu... tu reprends le rythme et c'est bon. Donc moi, c'est ça. Après, c'est aussi beaucoup de confiance que les gens m'ont donnée. Donc à la fois... Bruno Imbert, qui est un des cofondateurs de La Ruche et qui du coup m'a un peu rapidement donné les manettes, des équipes qui nous ont rejoints, on a fait une levée de fonds après, c'est des investisseurs qui nous ont fait confiance. Donc c'est vrai que je pense que les carrières, c'est pas qu'une volonté personnelle, c'est aussi l'environnement et la confiance que tu peux créer et donner. Donc voilà.
Et est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que tu as eu un coach? Ou méthode des bébés nageurs, tu t'es lancé et puis on m'a poussé. On t'a poussé. Oui, moi j'étais poussée dans la piscine. Alors, oui, j'ai eu plusieurs fois des coachings. D'accord. Et c'était assez rigolo parce que dans les programmes des Audacieuses, on propose des coachs évidemment à nos entrepreneurs. Donc parfois, je disais moi je veux bien tester le coaching et au passage, tu testes. Donc je me suis fait coacher. Ça m'a beaucoup aidé sur travailler sur mon leadership, ma légitimité, savoir verbaliser mes craintes. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai pas mal travaillé aussi sur des techniques de visualisation. D'accord. Quand il y a des moments difficiles, des décisions à prendre, de visualiser le moment avant, de se mettre dans une posture intouchable entre guillemets. Oui. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ensuite, je suis beaucoup inspirée par les gens qui sont passés par la ruche, qui eux-mêmes sont dans des trajectoires un peu comme moi. Ça leur tient tellement à cœur qu'on sait plus si c'est un projet pro, un projet perso. Parce que finalement, t'as grandi avec totalement, avec la ruche. Donc plus ça a évolué, plus t'as évolué aussi, et plus t'as grandi et la ruche aussi en même temps. Donc exactement. Finalement, c'est un petit parallèle avec les entreprises que vous accompagnez. Ouais, exactement. Voilà. Donc j'ai regardé aussi comment les entrepreneurs qu'on accompagnait évoluaient. Et puis c'est vrai qu'après j'ai fait beaucoup de pair à pair, puisque j'ai autour de moi d'autres entrepreneurs de structures d'entreprises à impact qui ont un peu comme moi, elles ont grandi avec leur structure, et de pouvoir partager les problématiques communes et de voir comment elles font. C'est vrai que j'ai plusieurs personnalités autour de moi qui sont des amis, qui sont devenues des amis, à qui j'observe comment elles font, et puis je prends et je laisse. Voilà, tu t'es entouré finalement. Ouais, ça c'est hyper important. Et puis surtout que plus l'entreprise grandit, plus il faut pas forcément partager ses doutes à l'intérieur. Non. Voilà. Non, et donc il faut avoir des ressources externes pour revenir un peu plus aligné. Oui, parce que finalement, tu peux avoir des personnes qui sont tes collègues aujourd'hui et demain, tu deviens manager, tu peux plus avoir tu peux plus discuter de la même manière avec tes collègues, parce que finalement, t'as des choses que toi tu dois apporter en tant que responsable que tu ne peux pas en fait leur parler parce que ça risque de les effrayer. Ouais, tout à fait. Déjà, il y a un peu un devoir d'exemplarité, donc tu vas pas forcément aligner tes doutes, ta fatigue, ton ras-le-bol. Oui, non, Et puis il y a aussi un devoir de protéger, de pas. Enfin voilà, quand t'es dirigeante, t'es dans une certaine sphère de décision. Bon, il y a des moments qui sont à la trésor, elle est pas ouf, pas besoin de le partager à tout le monde. Tu peux pas dire à la poste café, la trésor elle est pas ouf. On a un peu tendance nous à être très transparents, mais dans des moments qui sont dédiés. Oui. Parce que on pense que la transparence c'est importante. Mais voilà, il faut garder, c'est un peu sur une ligne de crête à la fois transparence, mais pas de décharger la charge sur les personnes, quoi. Voilà, c'est vraiment trouver le bon équilibre pour. Et ça, c'est vraiment de ce type de conversation que je peux avoir avec d'autres amis entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui m'expliquent ce qu'elles ont fait de bien ou de mal, et du coup c'est. Donc s'entourer, c'est clair que c'est primordial, se faire coacher, s'entourer, avoir un écosystème, parce que je pense qu'au fur et à mesure, on devient en fait manager, on devient dirigeant, on apprend en fait. C'est des choses sur lesquelles on évolue petit à petit et sur lesquelles on devient bon, mais avec le temps en fait. Ouais, ou parfois mauvais, hein. Et il faut savoir aussi se dire ça, par exemple. Je l'ai fait avant parce que il y avait personne pour le faire, mais il y a vraiment des gens maintenant qui sont meilleurs que moi dans la boîte pour le faire. D'accord, t'as ce recul-là et pour te dire. Moi totalement. Oui, moi j'ai lâché plein de sujets. Je pense que c'est vraiment le rôle d'un dirigeant d'entreprise. Et nous, on est 3 co-dirigeantes maintenant, donc je suis présidente, mais il y a une directrice générale adjointe. C'est vraiment de se dire qui a la meilleure idée déjà. C'est pas forcément nous. Et qui est au meilleur endroit pour mener un projet, et c'est pas forcément nous. Et donc il y a vraiment ce côté de savoir lâcher prise. Et c'est pas évident quand t'as tout créé un peu du début. Je crois que ils appellent ça la zone de génie. Tout le monde a une zone de génie assez particulière, et des fois on peut faire quelque chose mais on n'est pas très bon. Il faut savoir mobiliser la bonne ressource et la mettre au bon endroit pour qu'elle puisse être performante et déléguer et lâcher prise sur certaines choses. Ouais, c'est pas forcément facile tout à fait, départ. Et surtout faut décentraliser les égos.
et se rappeler juste en fait qu'on est là pour mener à bien le projet de la ruche. Oui. Et mener à bien du coup les projets des entrepreneurs qu'on accompagne, et c'est ça le plus important. Après qui tire les ficelles derrière et qui fait quoi, bon, tant qu'on le fait bien, c'est exactement. l'essentiel, et tant qu'on va tous dans la même direction, c'est vraiment ce qui compte. Et la transformation, comment t'as géré en fait de passer à aller 10, 20, 30, 70 personnes sur tout le territoire national, enfin comment vous avez vécu ça en fait en interne? Alors là aussi, il y a un paradoxe, parce que c'est à la fois arrivé de façon assez naturelle, et à la fois, parfois, je comprends pas comment on en est arrivé là. Je me retourne et je suis là, ah ouais, on est tout ça. Le séminaire d'équipe du 4-5 juin prochain, qui arrive dans quelques mois, on va être 77. D'accord. Et là, je me dis, waouh. Oui. Et donc, c'est arrivé déjà d'une volonté de grandir. Donc ça a été une volonté, on en a eu envie. Après un moment de croissance organique assez naturel avec des partenariats, on s'est dit on a envie de grandir, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller sur des territoires où il n'y a pas encore de programme. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a choisi. D'accord. Donc, voilà, parfois la croissance elle peut être un peu subie entre guillemets. Mais... Nous voilà, on a été hyper proactifs pour grandir. Et ensuite on s'est fait accompagner par une super organisation qui s'appelle Sillage. Je les nomme parce que vraiment ils sont hyper bons pour accompagner la transfo des entreprises à impact. Et ils nous ont fait à la fois un accompagnement des dirigeants pour projeter un organigramme qui fonctionne bien, pour nous aider à travailler le set de valeurs, se demander ce qui est important pour nous. Donc ça, c'était... Et je pourrais revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'on voulait garder et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher. Parce qu'on peut pas être la même famille à 15 qu'à 77. Oui. Et après, on a fait du coaching aussi des équipes. D'accord. Et notamment ceux qui, par cette croissance, prenaient des rôles de manager, qu'ils n'avaient pas forcément avant. Oui. Et donc, il y a eu un gros enjeu de créer du management intermédiaire, qui sont en fait les personnes vraiment clés dans l'organisation pour créer le lien entre la strat, le développement, les opérations et que tout ça prenne. Oui. Et donc, il y a eu du coaching individuel de manager et je pense que ça a été une clé de succès aussi d'accompagner qu'est-ce tout le monde. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre aussi dans votre management? Enfin, de faire du management sur mesure, entre guillemets, parce que c'est l'accompagnement qui compte avant tout dans ces périodes-là. De savoir, en fait, qu'est-ce qu'on attend de vous et pas juste laisser les personnes comme ça. Ça crée des moments de frustration et ça crée des déséquilibres. Donc, je pense que c'est là où vous avez une belle carte à jouer. Ouais, totalement. Et c'est vrai qu'il y a à la fois, qu'est-ce qu'on attend de vous? Parce que dans cet organigramme, tout le monde a un rôle et donc il faut être clair sur son rôle. Les attendus. Et il y a aussi qu'est-ce qui vous effraie dans ce rôle. Et c'est sur ça qu'on va bosser. Ah mais c'est magnifique. Bah oui, les transformations sont pas forcément toujours bien vécues et là je pense que vous avez bien fait de jouer comme ça. Oui. Bon après voilà, moi je sais qu'il y a eu des transformations, enfin il y a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres et par exemple, j'ai évoqué la formation qu'on a à 100% à distance. Oui. Donc ça, c'est pas dans un moment, enfin c'était dans un moment de croissance, mais c'était un moment où on a décidé de digitaliser un accompagnement. À la ruche, on faisait tout sur place, ensemble, côte à côte. Et donc l'idée de se dire, on va accompagner plus de gens grâce au numérique. Et du coup, on va passer par de la visio et puis on va digitaliser des outils. On va faire un peu d'asynchrone aussi. Ça sert à rien que on répète toujours la même chose en workshop, etc. Nous, on était assez persuadés que accompagner plus de gens, c'était plus d'impact. Mais c'est vrai que ce moment-là, il y a eu un moment où on a fait une centaine d'heures de workshop pour désamorcer et de dire c'est pas de l'industrialisation pour perdre en qualité. Il y aura toujours une personne en face d'un entrepreneur et on n'est pas là pour faire des MOOC impersonnels. Vous n'allez pas perdre l'ADN en fait, voilà. Ce qui fait que. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont tendus ou parce que dans les pivots, mais bon, après, ce qui est génial, c'est que d'entendre ces craintes-là, ça permet... je pense que c'est des craintes qui sont justifiées et qui, du coup, mettent aussi les points d'alerte sur quoi il faut bosser, quoi. Oui. Voilà. Donc, on a réussi, je pense, à continuer à grandir tout en ayant toujours eu des moments où il fallait ouvrir le dialogue, rassurer. Et puis, voilà, on rassure parfois, on sait même pas trop si ça va marcher, quoi. Donc, oui, vous testez. Mais en tout cas, on a des bonnes volontés. Vous êtes à l'écoute, en fait, des besoins qu'il y a et vous essayez de réajuster en fonction de ce qu'on vous remonte. En fait, là où il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est le terrain.
qui fait totalement. remonter. En fait, on peut se baser uniquement sur ce qui se passe sur le terrain pour justement réajuster et comprendre en fait ce qui se passe et comment on peut proposer quelque chose le plus finement possible, je pense. Oui, d'autant que grandir, ça peut être un peu entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, mais ça peut être un peu maltraitant entre guillemets pour des équipes bien installées. D'un coup, il y a 10 nouveaux collègues, il y a des nouveaux process, et puis on met plein de process, et puis maintenant, il faut remplir des Excel, et puis il faut dire le temps qu'on passe sur tel projet, enfin voilà. Donc c'est sûr qu'il faut que ça s'accompagne, que ça reste dans la joie, parce que sinon ça devient juste un enfer, quoi. Oui, la conduite du changement, c'est un vaste sujet. Exactement, c'est vrai. Mais il faut que ça en soit, en tout cas. Oui, faut que ce soit bien pris, bien anticipé, et voilà. Enfin, c'est vraiment un sujet, et je pense que c'est un sujet qui est amené à avoir de l'avenir, parce que la transformation, ça touche vraiment tout le monde, donc. C'est bien d'avoir ton retour d'expérience sur ça. Toi, comment tu as vécu cette transition et comment vous avez géré ça aussi en interne? C'est vraiment précieux ce que tu nous Et d'ailleurs, du coup, si je peux donner un petit conseil, se faire accompagner, c'est coûteux. Parce que c'est vrai que les gens, ils nous ont pas accompagnés gratuitement. Mais il y a des aides. D'accord. Et donc là, nous, on s'était fait accompagner. Donc, notre siège, il est en région Île-de-France. Et on avait, pour changer d'échelle, il y a des accompagnements de la région qui s'appellent TP-Up, Innov-Up, et PM-Up. Et nous, on avait eu un PM-Up et ça prenait 50% de la facture d'accompagnement au changement d'échelle. D'accord. Et du coup, c'était une super incentive pour se dire on va dépenser. Parce que souvent, on est dans des modèles économiques un peu serrés. Oui. Mais du coup, sur l'accompagnement, ça vaut vraiment le coup de dépenser ou aller chercher des aides pour aider à alléger la facture. Vous êtes fait aider pour monter le dossier PM-Up? Oui, on s'est fait aider. D'accord. Il y a des agences des agences qui accompagnent qui accompagnent et du coup on n'en est pas. Ils nous avaient aidé à faire tout notre plan d'accompagnement, de dépenses, voilà. La chambre de commerce accompagne sur le PM-Up, je crois, sur la construction des PM-Up, et il y a d'autres cabinets privés aussi qui le proposent, mais franchement c'est un investissement qui vaut le coup parce que du coup c'est absorbé par les coûts. Ouais, c'est génial, ça prend 50% des coûts. Ça nous a aussi aidé à recruter des salariés un peu plus seniors, puisqu'il y a une aide aussi au recrutement de managers. Donc vraiment, allez-y, allez regarder, c'est vraiment bien. Ok, merci beaucoup pour cette information. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront très 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 contentes d'avoir cette info. Tu voulais aussi nous parler de l'entrepreneuriat féminin, qui est un mot. Tu veux dire l'entrepreneuriat des femmes? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler Juste en dire 2 mots. Donc, vous l'avez compris, dans nos dadas à la ruche, et que je porte aussi personnellement, c'est accompagner tout type de profils entrepreneuriaux à entreprendre. Et c'est vrai que, comme on a tout de suite commencé par l'entrepreneuriat des femmes, j'ai regardé comment les choses évoluent depuis 10-15 ans maintenant. Et en fait, c'est vrai que ce mot entrepreneuriat féminin me fait saigner les oreilles. T'as dû saigner les oreilles quand t'as entendu business de meuf, entrepreneuriat féminin. Donc, je saigne les oreilles à chaque fois. Mais je sais pas, je juge pas. Parce que je sais que c'est un long chemin. Oui. Mais pourquoi je n'aime pas ce mot? Parce qu'en fait, déjà, jamais ça nous viendra à l'idée de dire c'est de l'architecture au féminin, c'est de la boulangerie au féminin, etc. Non, un boulanger fait du pain, que ce soit un homme ou une femme. Et donc, je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut se rappeler que les entreprises, elles sont dirigées par des hommes ou par des femmes, mais à la fin, elles sont pas des entreprises féminines ou masculines. Oui. Et donc, j'aime bien de dire, en fait, il n'y a pas d'attribut particulier et il faut sortir de ce biais quand on parle d'entrepreneuriat féminin. Et alors, parfois, on me dit, oui, mais dans le sport, par exemple, on va en effet parler de foot féminin. Et je dis, ça démontre exactement la problématique. En fait, le foot féminin, elles jouent entre elles et c'est une catégorie. Alors qu'en fait, l'entrepreneuriat dans l'économie, on peut pas dire que l'entrepreneuriat, c'est une sous-catégorie féminin ou des femmes, c'est une sous-catégorie, une catégorie entre elles. En fait, tout le sujet, c'est bien de prendre notre place entière et complète dans une économie généraliste de femmes et d'hommes. Et donc, c'est pour ça que je pense vraiment que les mots, ils forment la pensée. Et donc, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on va penser à des secteurs qui sont plus vus comme des secteurs féminins et on va moins penser à des secteurs à la tech, au bâtiment, etc., où les femmes sont encore des grandes absences. Donc, on continue à nourrir des secteurs où il manque cruellement de femmes. Et en plus, quand on dit entrepreneuriat féminin, on va porter tout de suite à la posture de l'imposteur, des problèmes de légitimité, etc. Et donc, je pense que c'est important de dire juste c'est une entrepreneur
femme. Et même juste une entrepreneur, c'est très bien. Tout court. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Après, le paradoxe, c'est qu'il faut encore faire des programmes pour les femmes. Donc, on a besoin encore de porter cet étendard, etc. Mais je sais que j'ai des femmes qui entreprennent comme des hommes et qui n'ont pas forcément beaucoup de féminin dans leur façon d'entreprendre. Elles entreprennent, c'est tout, quoi. C'est tout, en fait. Elles se posent pas la question. Voilà. Donc, je sais pas si c'est moi qui suis un petit peu non, mais psychorigide sur ce sujet. Non, mais pas du tout. C'est toujours bien d'avoir un point de vue différent et comprendre un peu ce qui nourrit les biais qu'on peut avoir dans la société et qui catégorise. J'ai fait un test sur ChatGPT et je lui ai demandé est-ce que tu peux me donner des sujets concernant l'entrepreneuriat féminin? Et comme tu dis, le syndrome de l'imposteur, légitimité, voilà, tout ça, toutes les choses sur lesquelles on est inconfortable sont ressorties. Quand je lui ai demandé de me parler de l'entrepreneuriat masculin, aucun de ces sujets sont sortis. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des biais où quand même on est vraiment segmenté sur certains sujets. Et même avec l'IA, en fait, c'est entrepreneuriat féminin, c'est tout de suite dirigé sur légitimité, prendre sa place, etc. On est toujours sur ces sujets-là, alors que quand on tape pour les hommes, en fait, c'est des sujets beaucoup plus généralistes qui arrivent. Et le besoin de légitimité, il remonte pas forcément. Donc, et mon propos, c'est pas de dire que ces biais, ils existent pas, ils existent. Oui, bien sûr. Mais attention, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on les nourrit. Oui. Donc, parlons d'entrepreneuriat des femmes, parlons du business des femmes, et puis on les accompagne pour lever les biais. Oui. Mais voilà, je pense que c'est redonner sa juste place aux femmes qui entreprennent de parler d'entrepreneuriat tout court. Merci beaucoup de cette piqûre de rappel et franchement merci. Dernière question avant de clôturer cette petite session qu'on a eue, qui était très riche. Merci beaucoup. Merci à toi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se positionner sur un poste à responsabilité après avoir eu l'expérience que tu as eue? Qu'est-ce que tu en retiens? Et quel conseil t'aimerais bien donner à quelqu'un qui suivrait le même chemin? C'est très difficile parce que j'observe beaucoup de personnes autour de moi qui ont des postes à responsabilité qui sont totalement différentes de moi. D'accord. Donc ma directrice générale qui s'appelle Astrid, c'est un animal à sang-froid. Elle stresse jamais, on sait pas comment elle fait. Audrey Signana qui est directrice générale, elle avait des hauts postes à responsabilité. Elle est ultra minutieuse, c'est une tour de contrôle. On a l'impression qu'elle se pose jamais de questions. Donc si je m'adresse à des gens qui sont un peu plus comme moi, on va dire très sensible, assez engagé, qui a besoin de beaucoup de sommeil. Et qui se pose beaucoup de questions. Le conseil que je dirais, le plus important, c'est déjà d'y aller. Parce que quand on est dans des hypothèses, on n'est pas dans la vérité. Oui. Et donc, quand on se pose des questions, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela, faut juste se rappeler qu'on est dans des hypothèses. Et que pour prendre une décision, faut des faits. Donc déjà, je dirais, fais pas trop d'hypothèses, vas-y. Et puis tu décideras en fonction de ce que tu ressens, ce que tu vis, et ça, ce serait mon premier conseil. Et après, mon deuxième conseil, ce serait de prendre du temps pour le sport, ce qu'on appelle le temps pour soi, souvent. D'accord. Mais qui est vraiment un moment où il faut lâcher prise le cérébral pour retourner dans le corps. Et je pense que ça permet au moment où le cerveau se remet en route, le cerveau s'emballe, de prendre des bonnes décisions. Donc, de tester, d'aller sur l'expérience terrain, comme aux entrepreneurs, on leur dit... c'est pas sur un PowerPoint qu'on peut prendre des décisions pour son entreprise. Là, c'est pareil. C'est pas que quand on est dans l'hypothèse. Voilà. Donc il faut y aller. On perd pas beaucoup de plumes à essayer. Et au moins on prend des décisions plus éclairées sur des faits. Voilà. Okay. C'est ça que je dirais. Enfin moi c'est comme ça que ça a fonctionné. À chaque fois j'y suis allée. Finalement ça a marché. Si je m'étais écoutée ou si j'avais écouté ma peur, je pense que tu serais pas. Non. Voilà. Donc c'est pas écouter sa peur, c'est de foncer, de voir et. Mais de toute façon, il y a rien à perdre, tout à y gagner, parce qu'au final, tu vas, tu sais si c'est fait pour toi ou pas. Voilà, tu peux exclure ou. Te puis dans une posture très tranquille, on n'est pas là pour se mettre des challenges en fait. Enfin, moi, je suis un peu. Les challenges, c'est fatigant, mais on est juste là pour être dans la découverte, l'expérience. Donc, allez dans vos expériences. D'accord, allez sereinement dans les expériences que vous offre l'avenir. Ouais, d'écouter vos ressentis, puis ça marche pas, il y a autre chose à côté pour toi, quoi.
Ok, ben merci beaucoup Sophie, c'était Merci très à toi très Astrid. sympa de t'avoir. Merci à vous qui avez écouté, les passants, merci à Go Entrepreneur et merci à toi. Vous pouvez retrouver les actualités de Sophie et de La Ruche. Sur mon LinkedIn ou sur le site de La Ruche, la-ruche.net, il y a toutes les actus sur les programmes, donc faut pas hésiter. Ok, je mettrai tout dans la description. Merci beaucoup. Génial, merci à toi. Au revoir.